tous et bienvenue pour ce webinaire d'une durée à peu près d'une heure consacré à la thématique santé bucco-dentaire en périnatalité. Alors, avant de démarrer celui-ci, nous vous rappelons que quelques règles de bonne pratique, à savoir, vous ne pourrez pas prendre la parole ou être vu, mais vous pouvez poser vos questions via le chat. Un temps de réponse est prévu à la fin des présentations. À la fin de ce webinaire, un questionnaire s'ouvrira et nous vous remercions pour le temps que vous voudrez bien prendre à répondre afin de nous aider à nous améliorer. À savoir, le webinaire sera en replay sur le site du RPO ainsi que sur la chaîne YouTube dans les jours qui viennent. Interviendront dans ce webinaire le docteur Jourdon, chirurgien dentiste en libéral depuis 30 ans, président de l'URPS chirurgien dentiste et président du syndicat départemental des CDF du 31. Le docteur Aurélie Berned, chirurgien dentiste adjoint en 6e année d'études, qui était sage-femme diplômée en 2018. Dans le cadre de sa thèse, elle a réalisé une étude sur les pratiques des sages-femmes en prévention euh, en matière de prévention bucco-dentaire et elle a à cœur le développement du lien sage-femme, chirurgien-dentiste. Nous avons aussi le docteur Cécile Valera, maître de conférence, praticien hospitalier en otodologie pédiatrique du CHU de Toulouse depuis 2016. Ses activités comprennent deux axes, formation et prévention. Et enfin, Madame Marilyn Hervé-Gaëry, sage-femme depuis 1999, en libéral depuis 2016 et ancienne présidente du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes du 31. Alors, pourquoi un webinaire sur la santé bucco-dentaire ce jour? Le 20 mars 2024, c'était la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Il faut savoir que depuis 2013, il y a eu la mise en place d'un examen bucco-dentaire pendant la grossesse, pris en charge à 100% par la sécurité sociale. À ce jour, en Occitanie, seulement 8% des parturientes en ont bénéficié. Pourtant, ça fait partie d'une thématique du bilan prénatal de prévention que les sages-femmes peuvent réaliser en début de grossesse. Elles peuvent même télécharger la fiche de l'examen bucco-dentaire sur le site Amélie. Donc, les intervenants, je vous les ai présentés et je suis Dominique Foissin, la pilote du pôle parcours du RPO. Et ce webinaire a été réalisé avec la collaboration de Laurence Cochoyan, notre assistante, Monsieur Benjamin Coppel, sage-femme coordinateur et mon binôme, et aussi Monsieur Bruno Serre, notre chargé de com du RPO. Nous allons laisser la parole au docteur Jourdan. On ne vous entend pas, docteur Jourdan, il faut ouvrir votre micro. Effectivement, si j'active pas mon micro, ça risque pas de marcher. Je vous remercie de cette invitation à participer à un webinar dont la thématique est chère à l'URPS. Donc, en tant que président de l'URPS, je représente les praticiens libéraux d'Occitanie. Au sein de cette union régionale des professionnels de santé, on a développé des comités, des groupes de travail euh, inter-URPS, dont celui de la périnatalité qui nous tient à cœur. Euh, la périnatalité, eh bien, nous sommes concernés en tant que praticiens au premier chef, parce que nous sommes en contact avec les mères, bien évidemment, mais également avec les jeunes enfants. Euh, la périnatalité étant les 1000 premiers jours, c'est vrai que d'une manière générale, on intervient ou on a tendance à tort, et ça je vais insister là-dessus, à intervenir à partir de 3 ans. Or, les maladies buccales, quelles qu'elles soient, sont pour la plupart infectieuses, transmissibles.
de la mère à l'enfant, du père à l'enfant. Ces maladies sont infectieuses de la mère ou des parents, sont au nombre de deux grosses catégories. La carie, tout le monde connaît, et la maladie parodontale, qui est en fait la, la maladie du support dentaire. Classiquement, les dents qui se déchaussent. Mais les dents qui se déchaussent, c'est à un stade avancé. Et pour corroborer mon propos, il faut imaginer que aujourd'hui, il y a consensus pour considérer que le biofilm, le microbiote buccal, interfère sur des pathologies générales à distance, à savoir le cœur, le pancréas à travers le diabète, le cerveau à travers la maladie d'Alzheimer. On a retrouvé des spirochètes en particulier chez les Alzheimer, issus de la cavité buccale, et tous les problèmes cardiaques, cardiovasculaires, AVC et compagnie, ainsi que dans des maladies inflammatoires comme la spondylarthrite ankylosante. Donc, ce lien maintenant est avéré, et j'ai oublié le principal, le lien entre la cavité buccale et bien sûr la grossesse et les risques de fausse couche ou d'enfants arrivés à terme avec un faible poids. Donc, ceci étant dit, notre participation en tant que chirurgien dentiste est fondamentale, à un tel point, comme vous avez pu le souligner, qu'il y a un examen bucco-dentaire qui a été mis en place dès le 4e mois de grossesse afin de diagnostiquer et de pouvoir traiter. Donc ça, c'est une chose très très importante, c'est que les mères peuvent être traitées et doivent l'être, en particulier quand il y a des problèmes parodontaux, euh, de manière à avoir une incidence moindre sur le développement du fœtus. Nous intervenons après dès l'apparition des dents. Ces dents, il faut les nettoyer et je pense que mes consoeurs vont largement expliquer la problématique, mais il faut les nettoyer dès qu'elles apparaissent, c'est-à-dire autour de l'âge de 1 an. Et il n'est pas inconcevable que des consultations en dehors des examens bucco-dentaires mis en place dans les différentes conventions dentaires, il n'est pas, on peut imaginer des consultations qui, ne serait-ce que pour avoir une certaine habituation de l'enfant à notre monde, à notre environnement, mais ensuite pouvoir prodiguer des conseils alimentaires, parce que l'alimentation est un point fondamental et les habitudes alimentaires euh, sont des points fondamentaux dans la survenue des futures caries et de la maladie parodontale de l'adulte. Mais les caries touchent essentiellement les enfants quand cette hygiène bucco-dentaire n'est pas mise en place et lorsque l'on a des petits problèmes alimentaires. Alors nous, en tant que chirurgien dentiste, ça va être dit et redit, et vous allez avoir les oreilles qui vont siffler. L'alimentation, chez nous, c'est fondamental, c'est le sucre. Le sucre et l'acide. Donc, les bactéries qui créent des caries, le microbiote cariogène, est un microbiote qui transforme les glucides, quels qu'ils soient, les biscuits, tous les glucides, en acidité. Donc la plaque bactérienne, le microbiote, devient acide dès qu'il y a absorption ou mise en contact de glucides. Ce qu'il faut savoir, et ça on ne le sait pas, c'est que on va avoir une diminution du pH de ce biofilm qui va être compensée par un pouvoir tampon de la salive de l'enfant. Et ce pouvoir tampon va mettre 2 heures à rééquilibrer le pH. Ce qui veut dire qu'un enfant, une mère, qui grignote toutes les heures et demie, le
microbiote buccal est en acidité du matin au soir. Donc ça, c'est vraiment fondamental parce que c'est vrai qu'on a tendance à donner, pas forcément des bonbons, ça, je ne parle même pas, mais un biscuit, des choses comme ça. Et donc ça amène une acidité du milieu buccal qui est très néfaste vis-à-vis de la carie. Donc je ne vais pas m'étaler un petit peu plus, mais prévention au niveau de la mère, la maladie parodontale, c'est fondamental puisqu'on a des conséquences sur l'ensemble de l'organisme. Et prévention au niveau de l'alimentation, prévention au niveau des jeunes enfants dès 1 an. D'un point de vue administratif, et je vais terminer mon propos là-dessus, nous avons signé une convention très récemment qui est mise en application depuis le 25 février 2024 et qui dit que à partir de 2025, l'EBD, donc l'examen bucco-dentaire, sera annuel et non plus tous les 3 ans comme actuellement. Annuel de 0 à 24, de 3 à 24 ans. La problématique que nous sommes en train de découvrir, c'est que les papiers, les documents ne seront plus envoyés de manière physique aux parents. Ça va être totalement dématérialisé et on craint que cette dématérialisation démotive un petit peu les parents à nous amener tous les ans les enfants à l'examen bucco-dentaire. Il y a après des petits problèmes techniques qui sont en train d'être résolus. Cet examen bucco-dentaire sera toujours pris à 100%, sauf que les complémentaires vont intervenir et qu'avant, ce n'était que la CPAM. Ils prenaient à 100%. Et donc, à partir de là, on est en train de négocier avec les complémentaires parce que ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas de complémentaires. Quid de ces gens-là? Comment faire en sorte que ce 100% de prise en charge puisse être généralisé, je dis bien à l'examen bucco-dentaire, de manière à pouvoir promouvoir cette EBD. Je vous remercie et je laisse la parole à mes consoeurs. Merci beaucoup, docteur Jourdan. Donc, on a vu l'importance de l'examen bucco-dentaire et on va aller un petit peu plus loin avec Aurélie Bernède qui va nous expliquer pourquoi un examen bucco-dentaire pendant la grossesse. Alors bonjour à tous, je suis Aurélie Bernède, sage-femme diplômée en 2018, actuellement en chirurgie dentaire. J'ai exercé en tant que sage-femme pendant plusieurs années en libéral et aujourd'hui je vous parle de effectivement pourquoi un examen bucco-dentaire pendant la grossesse. Alors, pendant la grossesse, il y a plusieurs modifications qui vont avoir lieu, des modifications physiques, hormonales, mais aussi alimentaires. Il faut savoir que lors de la grossesse, on va avoir un taux de glycémie qui va diminuer de manière plus rapide et ça va peut-être développer des comportements à risque alimentaire. Donc, on va avoir une alimentation plus sucrée, plus acide, l'apparition ou l'aggravation de grignotage et un moindre brossage en fait, une moindre observance du brossage et donc une plaque alimentaire qui va se déposer beaucoup plus facilement sur les dents. Tout ça, ça va contribuer à un risque augmenté de caries. Et on va avoir aussi des reflux gastro-œsophagiens, donc des RGO, et des vomissements, notamment au premier trimestre. Donc on aura encore plus d'acidité dans la cavité buccale, et cette acidité, elle va venir fragiliser l'émail des dents et créer une perte de substance. Alors vous allez pouvoir voir au niveau de la photo en haut à gauche, c'est le dépôt de plaques dentaires qui normalement doit être enlevé avec un brossage efficace. En bas à gauche, nous avons la carie. Donc la carie, c'est un processus bactériologique lent et irréversible au premier stade. Sur cette photo-là, on peut voir une carie qui est un petit peu cachée. Elle est au niveau occlusal, en interproximal. Et donc, si on ne va pas la traiter, elle va pouvoir évoluer en rage de dents, donc en pulpite. Et les deux photos en bas à droite représentent les érosions dentaires. Donc, c'est l'acidité présente dans la cavité buccale qui va venir faire une perte de substance au niveau de l'émail. Donc, on peut changer de diapo. Voilà, merci. Au niveau des autres modifications, donc il y a des modifications hormonales qui vont venir impacter les tissus de soutien de la dent, les rendant plus sensibles en fait à la plaque dentaire. On va avoir une gencive qui va être plus sensible, qui peut devenir hypertrophique, congestive. Elle va pouvoir saigner au moindre contact et ça va créer des douleurs.
tous ces signes-là, c'est représentatif d'une gingivite. Donc la gingivite, ça concerne environ 2 femmes à 3 enceintes. Donc 2 femmes enceintes sûres, et la troisième, c'est limite. Donc, c'est les 2 photos en haut à gauche. On peut remarquer un liseré inflammatoire au niveau du collet. Donc, le collet, c'est le pourtour autour des dents. Et une gencive qui va pouvoir être douloureuse et saigner au moindre contact. Vous voyez bien sur la deuxième photo, on se doute bien que même le poil de la brosse à dents va pouvoir agir là-dessus. Non traitée, cette gingivite, elle va pouvoir évoluer en parodontite. La parodontite, c'est le déchaussement dentaire avec une perte dentaire et une perte osseuse. Ces conséquences, elles sont irréversibles. On a la représentation avec la troisième photo, où on voit bien qu'on a un édentement, on a une récession gingivale, donc c'est la gencive qui va se rétracter, et on a très certainement eu, où on a des mobilités dentaires. On peut également, pendant la grossesse, avoir un épulie gravidique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une excroissance gingivale qui est indolore, bénigne, et elle concernera à peu près 5% des femmes enceintes, notamment au second trimestre. Cette épulie va régresser spontanément après la grossesse. Donc vous avez la photo en bas. Donc là, avant de me lancer sur les points clés, petite information, vous avez 2 illustrations. Ah, on peut passer sur la photo, sur la slide, voilà. Vous avez l'illustration au-dessus, c'est la sage-femme, et l'illustration en dessous, c'est le chirurgien dentiste. À chaque fois que dans mes slides, vous verrez l'une ou l'autre des illustrations, ça représentera un point clé pour la profession. Donc au niveau des conseils hygiéno-diététiques, on va conseiller à la femme enceinte de réaliser un brossage 3 fois par jour, pendant 2 minutes au minimum, avec une brosse à dents à poil souple. Et il faudra surtout pas oublier les espaces interdentaires. Donc on pourra lui conseiller d'utiliser des petites brossettes interdentaires qu'elle fera passer entre les dents avant le brossage. On lui conseillera d'utiliser un dentifrice fluoré. C'est indispensable pour diminuer le risque de carie. L'alimentation doit être variée, équilibrée, avec maximum 4 prises alimentaires par jour. Alors, si la femme enceinte n'arrive pas à diminuer sa consommation de boissons sucrées et acides, on va pouvoir lui apporter une petite solution en compensation. Alors, ce ne sera pas parfait, mais ça peut diminuer les risques. C'est d'utiliser une paille pour éviter que la cavité buccale baigne dans l'acidité et diminuer le risque d'érosion dentaire. Si vomissement il y a, on lui conseillera de se rincer la bouche avec de l'eau et de ne pas brosser immédiatement les dents parce que le pH est encore trop acide. Et donc, encore une fois, on a un risque d'érosion dentaire. Et enfin, très important, tout saignement gingival est un signe d'alerte. Il faudra à ce moment-là conseiller à la femme enceinte de venir consulter un chirurgien dentiste. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que il est important de noter que les bactéries pathogènes présentes dans la cavité buccale ont la possibilité de passer dans la circulation sanguine, comme l'a dit Dr Jourdan. Elle va entraîner la production de cytokines pro-inflammatoires, de médiateurs inflammatoires, qui vont pouvoir passer au travers de la barrière fœto-placentaire et entraîner des complications obstétricales et néonatales. Donc l'inflammation des tissus parodontaux va entraîner une réponse inflammatoire et une dysfonction au niveau des cellules endothéliales. Donc en fait, dans le cas de parodontite, on va avoir des risques majorés de prématurité, de prééclampsie, d'hypotrophie, donc c'est des petits poids pour l'âge gestationnel, et de diabète gestationnel. Voilà. Donc, plusieurs études ont pu démontrer qu'il y avait un risque majoré d'hypertrophie fœtale, de diabète gestationnel. Il faut savoir que le risque il est augmenté de 66% quand même. Concernant la prématurité, l'étiologie d'origine infectieuse, elle est retrouvée entre 25 et 40% des cas, et c'est la première cause de mortalité infantile. Plusieurs études ont mis en lumière que la parodontite elle serait prédictive d'un risque augmenté d'accouchement prématuré, et qu'un traitement parodontal dans le cas de parodontite pourrait réduire de manière significative ce taux d'accouchement prématuré. Il y a également la prééclampsie. Donc la prééclampsie, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie de la grossesse qui associe hypertension et apparition d'une protéinurie. Elle concerne à peu près 5% des grossesses et elle représente quand même un tiers des grands prématurés en France. C'est la seconde cause de mortalité maternelle. Il y a plusieurs études qui ont mis en lumière également que le risque d'accouchement prématuré avec prééclampsie est augmenté de 2,5 fois par rapport à un risque classique sans prééclampsie associé à une parodontite.
Plus la parodontite elle est sévère, plus ce risque de prééclampsie est augmenté. Il faut savoir également que la parodontite, elle va aggraver la sévérité de la prééclampsie. Récemment, des études ont pu relever qu'il y avait un taux de parodontite plus élevé chez les femmes ayant eu une fausse couche. Environ 59,6% des femmes ayant eu une fausse couche avaient une parodontite contre 21,2% chez les femmes de contrôle. Par rapport à cette rareté de données de la littérature, il y a une étude pilote qui est en train d'être menée à la maternité Paul de Viguier. Elle a été créée dans le cadre de la thèse de ma consoeur Mathilde Louis-Stanislas, qui est chirurgien-dentiste, mais également sage-femme. Et donc cette thèse, elle sera prochainement disponible en ligne. Je vous ai mis le titre si jamais ça vous intéresse de pouvoir la lire prochainement. Donc dans les points clés à retenir, il est primordial de sensibiliser les femmes enceintes, mais également en préconceptionnel. Il faut absolument rechercher des signes de pathologie bucco-dentaire dans le cas de grossesse pathologique, car en fait la pathologie bucco-dentaire va participer à l'apparition et à l'aggravation de pathologies obstétricales et féto-néonatales. Il est d'autant plus important que la pathologie bucco-dentaire, comme l'a dit Dr Jourdan, peut être prise en charge dès son apparition. Et j'insiste, toutes les femmes enceintes peuvent être prises en charge dès l'apparition d'une pathologie dentaire. Face à cela, comme l'a dit Dr Jourdan, il y a un bilan bucco-dentaire qui a été mis en place par l'assurance maladie. Il est pris en charge à 100% et il est réalisable à partir du 4e mois de grossesse. Depuis peu, il a été étendu au 6e mois en postpartum. Donc, le chirurgien dentiste, il va pouvoir réaliser un examen clinique, dépister les pathologies bucco-dentaires, prévenir des éventuelles complications, enseigner ou rappeler les techniques d'hygiène bucco-dentaire. Il conseillera également sur le matériel adapté et il rappellera l'importance d'un suivi régulier, que ce soit chez la mère et chez le nouveau-né. Et donc, comme l'a dit Madame Foissin, à ce jour en Occitanie, il est encore trop peu réalisé. Au niveau des chiffres que l'on a, 8% en 2022. Et donc, la femme enceinte, elle peut être prise en charge chez le chirurgien dentiste. Elle peut et elle doit recevoir les soins dentaires durant toute la grossesse. À savoir que le second trimestre est une fenêtre privilégiée, mais que tout au long de la grossesse, on va pouvoir la soigner. Il faudra par contre adapter les positions. Il faut une position confortable, plutôt semi-assise. S'il y a une sensation de malaise ou d'inconfort, on va lui demander de se tourner sur sa gauche, en décubitus latéral gauche, pour diminuer en fait la pression qui est exercée par l'utérus et le poids du bébé sur la veine cave inférieure qui est à droite. Donc c'est le syndrome de compression aortocave qui concerne environ 15 à 20% des femmes enceintes. On va privilégier des séances courtes et toutes les radiographies sont possibles. Alors bien sûr dans le respect des mesures d'optimisation selon les principes d'Alara, mais elles sont possibles. L'anesthésie est également possible. Je pense qu'il faut changer de slide. Bon, il y a un petit problème. Je vais continuer. L'anesthésie, elle est possible et il faut savoir qu'en fait, les anesthésiques locaux, ils vont pouvoir passer la barrière fœto-placentaire, mais ils n'ont jamais été accusés de tératogénicité, étant donné les faibles doses utilisées en odontologie. Ils vont pouvoir être utilisés seuls ou en association avec des vasoconstricteurs. Le vasoconstricteur, il ne représente aucun risque de toxicité du fait de sa très rapide métabolisation. Donc, en conclusion pour l'anesthésie, on va pouvoir utiliser l'anesthésique associé ou non à des vasoconstricteurs car ils ont un faible passage de la barrière fœto-placentaire. Le vasoconstricteur est intéressant parce qu'il va diminuer la quantité d'anesthésiant injecté, diminuer les risques de saignement et augmenter la durée d'efficacité de l'anesthésique. Concernant les prescriptions médicamenteuses, elles sont possibles. Alors, on va pouvoir prescrire de la codéine durant toute la grossesse à posologie habituelle. Il faut par contre noter que si on se rapproche du terme de l'accouchement, il faudra signaler cette prescription-là à l'équipe au niveau de la maternité, surtout au niveau du pédiatre, car il y a des faibles risques de syndrome de sevrage pour le fœtus lorsqu'il y a l'accouchement très très proche de la prescription. Les corticoïdes sont également possibles à posologie habituelle. Par contre, très important, les AINS sont formellement contre-indiqués à partir de la 24e semaine d'aménorrhée. Si jamais vous avez le moindre doute au niveau de la prescription, vous pouvez vous référer au site du CRAT, donc c'est le centre de référence des agents tératogènes. Je vous ai mis le lien juste en dessous.
C'est une aide à la prescription, qu'elle soit pendant la grossesse, pendant l'allaitement ou en préconceptionnel. Et donc, en conclusion de ma présentation, il est important de se souvenir qu'il y a des liens forts entre la pathologie bucco-dentaire et la pathologie obstétricale et néonatale. La prévention, elle est primordiale, que ce soit fait par le chirurgien dentiste, mais également par la sage-femme. Les soins sont possibles durant toute la grossesse et au moindre doute quant à la prescription médicale, vous allez sur le site internet du CRAT. Donc, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à mes consoeurs. Merci beaucoup. Nous avons aussi toute la référence bibliographique que tu nous as mis en plus. Voilà. Nous allons passer maintenant au docteur Marie-Cécile Valera pour quels conseils donner aux parents de jeunes enfants. Bonjour à tous, je suis le docteur Valéra, je suis maître de conf en odontologie pédiatrique au CHU de Toulouse. Pourquoi venir à vous aujourd'hui? Pour éviter les photos que vous voyez ici, c'est-à-dire des enfants qui ont une polycarie très sévère avec parfois même des abcès. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne pense pas. Donc ces conditions-là, elles sont vues chez différents enfants dans notre service et j'avais à cœur aujourd'hui de vous donner des conseils à donner aux parents que vous voyez dans vos cabinets. Alors cette polycarie sévère, elle peut aller jusqu'à la cellulite génienne, c'est-à-dire une joue qui va gonfler parce que la dent elle est infectée. Cette cellulite génienne, elle peut se disséminer et aboutir à des endocardites, à des problèmes néphraux ou bien même à des abcès cérébraux. La diapo suivante. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques astuces de prévention pour éviter la photo qu'il y a à votre droite, c'est-à-dire se retrouver avec des jeunes enfants qui sont complètement édentés, alors à l'état vigile assez rarement, mais souvent dans nos blocs opératoires. Diapo suivante. Commençons par quelques conseils à destination des bébés, parce que dès les premières dents, qui apparaissent, vous le savez, en général vers 6 mois, il va falloir nettoyer les dents. Alors, à l'âge de 3 ans, l'enfant, il aura 20 dents, mais pendant ces 3 années, ces dents, dès la première, elles vont devoir être nettoyées. Nettoyer avec différents outils que je vais vous présenter tout à l'heure, mais pour habituer l'enfant au futur nettoyage des dents, il est aussi conseillé de nettoyer les muqueuses des bébés dès leur naissance, au moment particulier qu'est le bain, par exemple. La maman ou le papa, il peut, avec un doigt, passer sur les muqueuses buccales pour enlever les dépôts lactés. Il peut utiliser son doigt, ganté ou pas, ou son doigt avec autour enroulé une compresse avec de l'eau froide ou chaude en fonction des saisons pour le confort de l'enfant. Ce nettoyage des muqueuses, il va habituer l'enfant et améliorer sa compliance aux soins de bouche lorsque la première dent apparaîtra. Ces conseils ils doivent être donnés très précocement et comme l'a dit ma consoeur, Madame Berned, il y a à l'heure actuelle une consultation au 5e mois de grossesse et c'est le temps où le chirurgien dentiste, il doit aussi expliquer ces choses-là puisque c'est un moment où la femme enceinte, elle est particulièrement affine à tous les conseils qui vont lui être donnés pour son futur enfant. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc la précédente, pardon. Donc, ces premières dents, elles peuvent être lavées avec différents instruments. Avec une brosse à dents, qui est une brosse à dents premier âge qui s'achète en pharmacie, en particulier, qui a une toute petite tête et des poils très souples et qui doit être changée comme pour les plus grands tous les 3 mois. Si les parents trouvent cela trop intrusif ou que l'enfant ou le bébé n'est pas assez compliant, pour commencer l'habituation, on peut utiliser des doigtiers aussi. Vous en voyez un exemple ici. On les met sur son doigt. Il y a des petits picots et cela permet d'enlever la plaque dentaire qu'il y a sur les muqueuses et sur les dents. Et puis, bon, il y a les compresses, je viens de vous en parler, et il y a aussi les bâtonnets de soins de bouche qui sont utilisés chez les plus grands enfants en oncologie. Mais ces bâtonnets, ils peuvent être une première étape vers la brosse à dents et ils vont permettre de façon moins intrusive et plus souple de venir nettoyer les muqueuses. Cette technique, elle est à montrer sur l'enfant. Euh, aux parents, en fait. La diapo suivante vous montre quelques photos.
où l'enfant, le parent, il est derrière l'enfant. Le brossage des dents, il se fait pas face à l'enfant. Il se fait derrière l'enfant avec une main non travaillante qui tient la tête comme ceci ou le menton et la main travaillante qui va nettoyer la bouche de l'enfant. On peut faire de même avec un plus jeune enfant, mais on va l'asseoir sur ses genoux. Donc, l'aide d'un adulte, elle est primordiale jusqu'à ce que l'enfant, il sache écrire en attaché, c'est-à-dire vers le CE1, le CP CE1. Euh, D'ici là, le parent, il fait, puis après, quand l'enfant il sera plus grand, il supervisera le brossage. Si nous entrions dans un débat sur les brosses à dents électriques ou manuelles, je vous dirais que dans la littérature, l'efficacité chez l'enfant de la brosse à dents manuelle et électrique, c'est la même. Mais par contre, les études, elles montrent que ce qui est ludique pour l'enfant, c'est de passer de l'un à l'autre. Par exemple, faire le matin manuel, le soir électrique, ou 3 jours, 3 jours. Et ça recrée un gain d'intérêt de l'enfant et le brossage, du coup, il est mieux accepté. Mais en termes d'efficacité, il n'y a pas de différence. Et je vous rappelle que les recommandations internationales pour le brossage dentaire, quel que soit l'âge du bébé ou de l'enfant, c'est 2 fois par jour pendant 2 minutes. La diapo suivante. Chez des enfants un petit peu plus âgés, on peut utiliser des applications si les parents y sont en accord. Les applications, il y en a différentes, connectées ou pas aux brosses à dents électriques ou pour des brosses à dents manuelles. Pour les plus jeunes enfants, on conseillera Ben le Koala et un peu plus tard, les 2 autres applications que je vous montre là. Ça crée une ludicité du moment du brossage, de ce rituel-là. Mais bien sûr, c'est à faire un accord avec les parents. Et je rappelle aussi à cette diapo que le brossage dentaire, quel que soit l'âge de l'enfant du bébé, il se fait dans la salle de bain et non pas à n'importe quel endroit de la maison. C'est un rituel comme la mise au lit et donc ça doit être formalisé dans un lieu dévolu. La diapo suivante. Quelques conseils aussi pour gérer la douleur de l'éruption dentaire. La douleur de l'éruption, c'est une douleur osseuse, c'est-à-dire que la dent, elle va traverser l'os, puis brièvement la gencive. Les plus grosses douleurs, elles sont osseuses. Vous imaginez bien qu'elles ne vont pas passer avec uniquement de la phytothérapie ou de l'aromathérapie. Donc, le Doliprane toutes les 6 heures peut être conseillé. Il peut y avoir de la fièvre qui va rarement durer plus de 24 heures et va rarement aller au-delà de 39 degrés. C'est-à-dire que 3 jours de fièvre à 40, ce n'est pas la poussée dentaire. Cette douleur, elle va être gérée par des anneaux réfrigérés. Vous le savez, la douleur dentaire, elle se calme avec le froid. Donc, des anneaux réfrigérés que je vous ai montré en bas ici. Et puis des massages. Mais les massages, ils vont être plutôt fonctionnels quand la dent, elle est près de faire son éruption. Quand elle est vraiment osseuse, cette douleur, c'est un peu plus compliqué. Je vous mets en garde contre l'utilisation de certaines préparations, comme le Dolo-Dent, qui contient du sucre et du miel et qui est donc, vous le comprenez, contre-productif pour prévenir la carie dentaire chez l'enfant. Il y a des familles qui ont des difficultés à nettoyer la bouche de l'enfant, mais une bonne volonté à le faire. C'est juste qu'ils ne parviennent pas à voir la plaque dentaire. Vous voyez sur la diapo en haut à votre gauche qu'il y a un dépôt de plaque dentaire que certaines familles ne peuvent ne pas voir. Il existe dans le commerce un révélateur de plaque qui peut être utilisé même sur les dents des bébés. Ce révélateur, il va colorier, en fait, il va s'incruster dans la plaque dentaire, qu'elle soit récente ou plus ancienne. Et à la diapo d'après, vous allez voir qu'il y a différentes préparations pour de révélateurs de plaques, des gels, des sirops. Et même pour les enfants plus âgés, notamment en orthodontie, il y a des petits comprimés que l'on peut mettre sur la langue, mais que je déconseille chez le jeune enfant parce qu'il est avalé avant d'avoir fait son effet. Donc là, par exemple, au milieu, il s'agit d'un sirop. On met une goutte sur la langue, on la passe comme ça partout avec sa langue, et puis ça va matérialiser la plaque. Donc c'est à la fois ludique et éducatif. C'est utilisé pour que les parents et l'enfant y voient la saleté sur leurs dents, et puis ça peut finir, et là c'est plutôt à l'usage de tous, ça peut finir par être utilisé par toute la famille. Il y a depuis 2 ans un dentifrice éducatif qui est à la fois un dentifrice et un révélateur de plaques. Le révélateur de plaque, la plupart du temps, on demande de l'utiliser toutes les 3 à 4 jours, pas en systématique. Donc, l'avantage de ce dentifrice, c'est qu'il fait les deux, mais l'inconvénient, c'est qu'il doit être utilisé 2 fois par jour, alors que c'est pas vraiment ce qui est conseillé. La diapo d'après.
Le choix du dentifrice, vous l'aurez compris, il est extrêmement important pour prévenir la carie, puisque la carie, c'est une déminéralisation de l'émail puis de la dentine, et que cette déminéralisation, on peut la prévenir. Et on peut la stabiliser aussi dans les lésions initiales, dans les stades carieux les plus précoces. Donc, quand une dent, elle commence à se minéraliser, en particulier chez vos jeunes patients, enfin, chez les enfants de vos patientes, quand il y a un allaitement prolongé, qui est un des premiers facteurs de risque de carie de la petite enfance. Quand il y a ces lésions initiales qui donnent une teinte ocre à la dent, on peut notamment conseiller du dentifrice fluoré. Le dentifrice, il est fonction de l'âge. Il y a des marques qui font 0,3 ans, ou il y a des marques qui font aussi 0,6 ans ou 3,6 ans. Les quatre marques les plus répandues, les plus utilisées, ce sont Elmex, Fluocari, Gum et Agidium. Elles sont présentes en pharmacie aux doses thérapeutiques souhaitées. Elmex est le seul qui n'a pas de goût, c'est-à-dire que Elmex, il est sans saveur et il ne donne donc pas une appétence au sucre. Les trois autres marques, elles ont un goût sucré. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut éduquer les familles sur les dentifrices bio qui ne sont pas fluorés, les dentifrices qui ont un goût sucré extrêmement prononcé, et enfin les dentifrices faits maison ne sont pas défavorables, mais il y a des recettes présentes sur le net qui peuvent avoir des granulométries trop importantes et qui abrasent les gencives. Ce sont des enfants qui se présentent à nous avec les gencives en train de peler comme un gros coup de soleil. Donc dans ces cas-là, il faut vérifier que les parents utilisent une granulométrie d'argile convenable. La diapositive suivante, elle va vous montrer la quantité de dentifrice que vous devez mettre sur la brosse à dents des enfants. Alors, pour commencer avec un bébé, ça sera une trace. Mais plus tard, quel que soit l'âge de l'enfant, vous regardez le petit ongle du petit doigt et quel que soit l'âge de l'enfant, vous mettez cette quantité. On va donc passer de la trace au petit pois et aller au final vers une petite noisette. C'est pas plus on met de dentifrice fluoré, plus ça va marcher. Donc, au début, avec les bébés, aux premières dents, on peut commencer sans dentifrice avec une brosse à dents sèche ou légèrement humide. Puis on passera à une trace quand l'enfant il sera déjà habitué à la brosse à dents. Je vais poursuivre en vous disant que le dentiste, ça doit devenir pour toutes ces familles-là, quel que soit l'âge de l'enfant et l'intérêt de la famille pour les soins bucco-dentaires, ça doit devenir un partenaire et un ami de l'enfant. La première visite chez le dentiste, elle peut se faire très tôt dans la vie de l'enfant. Les dentistes pédiatriques, ils accueillent très fréquemment des enfants enfin 3 ans. Et moi, par exemple, au CHU, j'ai une consultation dévolue aux enfants de moins de 18 mois. Cette première visite, elle est blanche et s'il le faut, la seconde visite sera blanche aussi. C'est-à-dire qu'on ne fera pas grand-chose si ce n'est découvrir l'environnement et découvrir les odeurs et les bruits. Parce que vous savez que le dentiste, il a une odeur particulière. Il faut découvrir les instruments, expliquer les comportements que l'enfant doit adopter. C'est comme aller à l'école. Il faut s'y habituer petit à petit. On fait une visite par an si l'enfant n'est pas à risque, deux visites s'il est à risque. Et on doit consulter si l'enfant y tombe et a eu un traumatisme dentaire. Je vais en avoir bientôt fini et ma dernière diapo, elle va être là pour vous indiquer que la prévention, elle ne se fait pas que dans les cabinets dentaires. C'est à nous tous de la faire, mais surtout aux familles. Et à l'heure actuelle, il y a suffisamment dans la littérature pour que les familles elles puissent se saisir d'outils. Avec Choupi, par exemple, avec Peppa Pig, qui sont des héros habituels des enfants. Donc Choupi va chez le dentiste et il apprend à se brosser les dents. Et monsieur et madame aussi, ils vont chez le dentiste. Il y a Caillou aussi sur YouTube. Alors, Caillou sur YouTube, c'est si les parents sont d'accord pour introduire les écrans. Nous avons aussi à cœur de donner des fiches, des feuillets pour que vous les mettez dans vos salles d'attente pour informer les familles et je les mettrai aussi si vous le souhaitez, à votre disposition. Nous avons des feuillets à destination des parents de jeunes enfants spécifiquement, des enfants où il y a les premières dents qui poussent. Nous avons des feuillets pour les mamans qui décident d'allaiter au long cours aussi. Et enfin, nous sommes très présents dans les PMI et dans les écoles pour faire cette prévention. Dans la dernière diapo, je vous remercie de votre attention. Et puis surtout, je vous ai mis une diapo supplémentaire qui vous dit quel est le pourcentage, la quantité de fluor qu'il faut conseiller aux familles à compter de la naissance de 6 mois, en fonction du risque carieux de l'enfant. Donc, j'ai mis tout ça à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Valera.
Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Marie-Hervé Gaillery pour la place de la sage-femme lors du bilan prénatal de prévention. Bilan au cours duquel les sages-femmes doivent proposer ou parler de l'examen bucco-dentaire. Bah, bonjour, merci pour votre invitation. Alors effectivement, la sage-femme, c'est quand même un petit peu la personne pivot dans l'arrivée, au niveau de l'arrivée de l'enfant dans la famille. On a plusieurs temps dans le parcours de soins de la grossesse pour aborder les soins bucco-dentaires. Alors le premier temps, pour moi, c'est le bilan prénatal précoce. Euh, C'est-à-dire celui qui est fait avant 4 mois de grossesse. Il y a aussi l'entretien prénatal précoce, ou l'entretien qu'on réalise au cours du 4e, voire du 5e mois de la grossesse. Et les messages ont toute leur place aussi dans la préparation à la naissance et à la parentalité. Alors, la diapo suivante. Voilà, donc le bilan prénatal précoce, c'est un temps où on peut aborder avec la femme le bilan bucco-dentaire. Donc, c'est une consultation dans laquelle on voir avec elle des messages de prévention. On voit aussi avec elle tout le parcours de soins de la grossesse, donc les consultations mensuelles, les échographies, la préparation à la naissance. Et c'est aussi le temps où on peut parler du bilan bucco-dentaire, par exemple en disant à la patiente qu'elle va recevoir une invitation, si elle l'a pas déjà reçue, de la CPM pour le réaliser. Ça peut être aussi l'occasion de lui dire de mettre à jour ses coordonnées sur Amélie pour être sûr qu'elle reçoive bien les informations sur les soins dentaires. Euh, Pardon. alors, oui, voilà. Donc l'entretien prénatal précoce, qui est donc le deuxième entretien dans le parcours de soins. Donc déjà, c'est un entretien dans lequel on a l'habitude de parler de modules, enfin de points d'hygiène de vie avec la patiente. Que ce soit l'usage du tabac, de drogue, d'alcool, on refait un point sur l'alimentation. Et on peut revenir à ce moment-là sur les informations qu'on avait données lors du bilan prénatal précoce en disant, ben voilà, est-ce que vous avez bien reçu l'avis pour faire ou l'invitation pour faire le bilan bucco-dentaire. On lui redit pourquoi ce bilan est important et là, ben, je vous renvoie avec tout ce que Aurélie nous a déjà dit. Et ça permet effectivement de remettre en lumière l'importance qu'elle soit vue par un chirurgien dentiste au cours de sa grossesse. Non, c'était celle d'avant, je pense. J'avais fait sur... Bon, il y a un couac. Oui, il y a Désolée. un couac. Donc, on peut aussi aborder la santé bucco-dentaire et notamment celle de l'enfant lors de la préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, il y a 7 séances qui sont prises en charge à 100%, que beaucoup de femmes font et pas forcément juste pour le premier enfant. Et après, chacune organise sa préparation à la naissance. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de préparation à la naissance que de sages-femmes. Mais en général, quasiment toutes les sages-femmes ont fait une information, ou en tout cas, il y a quand même une séance qui est dédiée à l'alimentation de l'enfant. Que ce soit une alimentation au biberon ou que ce soit une séance sur l'allaitement maternel. Et c'est lors de cette séance, on peut parfaitement amener tous les conseils de prévention et les conseils d'hygiène, pardon, sur la santé bucco-dentaire de l'enfant à ce moment-là. Et effectivement, les parents, ils y sont très, très réceptifs. Donc les pistes de réflexion, eh ben voilà, c'est déjà effectivement Aurélie nous en a parlé et le docteur Jourdan aussi sur les liens entre la santé bucco-dentaire et les pathologies obstétricales. Alors moi j'avoue que en tant que sage-femme, c'est en préparant ce webinaire que j'ai eu connaissance de ces études et je trouve que c'est une information formidable. Et donc pourquoi pas mettre un point déjà dès la consultation préconceptionnelle quand elle a lieu, parce qu'elle n'a pas toujours lieu,
Mais quand moi, je reçois régulièrement des jeunes femmes qui ont un projet de grossesse, et ben de leur expliquer que la santé bucco-dentaire fait partie du projet de grossesse, ou en tout cas des choses à faire en préconceptionnel pour s'assurer que tout est au clair pour que tout se passe pour le mieux. Je vous Ah, remercie de votre attention. voilà. Ah ben voilà, bon, ben, c'est pas grave. Je vous remercie de votre attention. Désolée. Alors juste, je vous ai mis aussi sur la présentation les deux fiches du Collège national des sages-femmes et de la Société française des praticiens orthodontistes. Donc il y en a une plus à destination des sages-femmes et pathologies bucco-dentaires pendant la grossesse et l'autre pour les dentistes, les possibilités de traitement et de recommandations. Voilà, on va passer aux questions-réponses. J'arrête le partage et les questions-réponses. Je vais les attraper là. Hop. Bonjour. L'Ordre des dentistes a-t-il prévu d'envoyer une information aux dentistes? Très difficile de trouver un dentiste et encore plus difficile quand la patiente a besoin de soins pendant la grossesse. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je veux bien répondre. L'ordre, c'est pas du domaine de l'ordre. C'est simplement, nous sommes à 99,9% conventionnés et c'est dans la convention dentaire. Ça existe depuis fort longtemps, les EBD et l'EBD de la femme enceinte qui maintenant a été prolongé jusqu'à 6 mois après le terme. Quand on est conventionné, on a signé avec la CPAM un contrat. On l'oublie souvent. Et ce contrat, même si ce sont les syndicats, les signataires qui signent, mais en fait individuellement, on consent à cette signature. Donc tout le monde est censé être au courant et c'est dans les mains. La problématique n'est pas tout à fait là. La problématique vient du fait que beaucoup de praticiens soignent des enfants ou des parents sans le BD. Et donc, ne voient pas l'intérêt de réaliser cet examen. C'est une consultation comme une autre. Or, ce n'est pas du tout une consultation comme une autre. C'est une consultation, comme il a été dit, où on explique les problèmes alimentaires, où on s'intéresse à la problématique de l'alimentation, de l'hygiène. Ce n'est pas du tout une consultation normale. Donc, tout le monde est au courant. Concernant la difficulté de trouver un praticien, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des zones, il y a des déserts médicaux, chez nous comme ailleurs, et même dans les zones dites surdotées, maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, c'est non prioritaire, parce qu'il faut changer la terminologie. Dans ces zones non prioritaires, il y a quand même encore un manque de soignants sur tout le territoire, même en Occitanie, surtout en Occitanie. Où on a deux CHU, deux facultés d'odontologie. Et donc là, c'est une autre problématique. Et ça relève plus de l'État que de la profession, à mon sens. Après, il y avait une autre question, mais je ne sais pas si quelqu'un y a Alors, répondu. j'ai répondu, madame, c'était des questions sur le MIH qui Ah, ne- qui n'apparaissent que sur les dents définitives. Donc, j'ai répondu à l'écrit parce que ça n'intéresse que les enfants qui ont des dents définitives à compter de 6 ans. J'ai répondu sur les étiologies et j'ai répondu sur les traitements possibles en mettant pour madame Molinès une référence de la littérature qui est dans ce domaine fait loi, on va dire. Et ensuite, j'ai répondu à la question suivante sur chez le jeune enfant en école maternelle, un liseré noir recollé des dents. Ce liseré noir, il peut être des bactéries chromogènes, comme je l'ai indiqué. Ces bactéries, ce sont des bactéries non cariogènes, mais qui vont sécréter un pigment noir, en particulier au collet des dents. Le collet de la dent, c'est la partie entre la gencive et la dent. C'est pas cariogène, mais ça peut être un diagnostic différentiel avec la carie. Donc moi, je conseille un rendez-vous chez un dentiste pour vérifier ce qu'est ce liseré noir. d'accord.
Donc, je ne sais Ce pas, il n'y a que- pas d'autres questions. Ah si. ce qu'on peut rajouter par rapport à cette flore tricolore, c'est que c'est très récidivant. Ça ne présente aucune et ça ne préjuge pas de l'avenir. C'est un moment où le microbiote a ce type de flore et ça colore beaucoup. Ça ne peut être qu'un professionnel qui enlève ces taches et ça, c'est récidivant. Voilà. Et ça évolue avec l'âge. Alors, il y a une autre, il y a Karine Rakoto Rivoni qui nous dit aussi, ben, pareil, que les patients rencontrent des difficultés pour trouver des créneaux chez les dentistes, surtout Donc, s'ils ne sont pas connus du cabinet. pour le second point sur sur les praticiens qui sont réticents, c'est aussi à nous, dans le secteur universitaire, de former les praticiens qui arriveront sur le marché et nous nous y employons. Mais il est vrai que ça prend du temps parce qu'il y a encore, même chez nous, et Madame Bernad fait oui de la tête et nous heurtons aux mêmes difficultés, il y a encore quelques réticences, il est vrai, à prendre en charge des femmes enceintes, comme de très jeunes enfants. La problématique est la même. Donc nous, là, c'est un peu notre travail à nous, si je peux me permettre, Monsieur Jourdan, plus qu'à l'ordre, hein, parce que c'est à nous de former plus. Et nous avons fait de nombreuses formations vis-à-vis de nos confrères, notamment sur la consultation au 5e mois. Nous avons fait des feuilles d'explication pour ce qu'ils doivent dire aux familles sur la femme enceinte, sur l'enfant. Je ne sais pas si ça porte ses fruits, mais effectivement, la progression, elle est lente sur ces sujets, mais croyez-le, nous y travaillons parce que c'est un problème de santé publique. Tout à fait. On espère que ça va s'améliorer, que les sages-femmes vont faire plus de bilans prénatal de prévention parce que le taux est très bas aussi, hein, il est autour de 20% en Occitanie et que les dentistes réalisent plus d'examens bucco-dentaires. Une autre question, que conseiller aux patientes ayant un diabète gestationnel avec multiples collations? Brossage de dents 6 fois par jour? Juste, je me permets un conseil, parce que je vais laisser les praticiens adultes répondre après, mais le brossage des dents 6 fois par jour, c'est pas la norme, mais après chaque collation, on doit au moins faire un rinçage de bouche. Ça semble l'essentiel, mais je vais laisser les praticiens. Enfin, c'est la même chose pour le bébé qui est allaité à la demande, hein. On ne va pas faire 6 brossages de jour par jour, mais on va nettoyer la bouche de différentes façons, avec des compresses, avec des rinçages à l'eau. Euh, il faut enlever les dépôts alimentaires par n'importe quel moyen après chaque collation. Chez la femme enceinte, je laisse les praticiens répondre. Vas-y, réponds. Aurélie? Alors effectivement, docteur Valera a bien dit, hein, les 3 brossages par jour, là, ils sont nécessaires, mais on va pas aller jusqu'à 6 fois par jour. On va plutôt rincer la bouche, un petit peu comme dans le cas d'un vomissement. On rince la bouche avec de l'eau pour augmenter le pH buccal et pour diminuer cette acidité. Voilà, il faudra par contre faire un brossage efficace, matin, midi et soir, avec une bonne technique adaptée. Donc dans ces cas-là, je vous invite à conseiller à vos patients d'aller voir le chirurgien dentiste pour revoir la technique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, en tout cas, c'est ce qui était demandé. On peut aussi conseiller d'utiliser des chewing-gums. Pourtant, je ne suis pas du tout un grand partisan des chewing-gums parce que ça crée d'autres problèmes, en particulier articulaires. Mais dans un cas spécifique, on peut très bien utiliser des chewing-gums adaptés pour augmenter l'auto-nettoyage. Alors après, on a une question de Maëva Borozo qui est très précise. Oui, je l'ai lu. Alors, Maëva, s'il y a une fistule, ça veut dire que la dent, elle est nécrosée. La dent, elle est nécrosée. Il y a du pus dans le vaisseau et les nerfs se sont nécrosés. Il y a du pus qui s'est fistulisé au travers de l'os à la gencive. Et dans ce cas-là, il faut que le chirurgien dentiste y fasse une radio pour voir l'ampleur de la lésion osseuse. S'il y a une lésion osseuse trop grosse, il faut enlever la dent. Dans certains cas, on peut faire une dévitalisation. Mais et oui, il peut y avoir des conséquences sur la dent définitive parce que la dent définitive est dans une sorte de petit airbag, mais cet airbag, avec le pus qu'il y aura dans l'os et qui fistulise vers la gencive, il peut être lésé. Donc, dans tous les cas, quel que soit l'âge de l'enfant, quand il y a un choc et une fistule, il faut voir un dentiste. Par contre, la teinte, le changement de teinte, il ne nous indique rien de la nécrose dentaire. Donc, la teinte, elle ne doit pas vous inquiéter. C'est la fistule qui fait qu'il faut avoir obligatoirement une consultation avec un chirurgien dentiste.
Merci. Après, encore une question pour vous, docteur Oui. Valera. Les troubles de l'occlusion inversée, ils sont à prendre en charge dans un premier temps chez le jeune enfant de moins de 6 ans, à mon avis, par un chirurgien dentiste pédiatrique. Et au-delà de 6 ans, vous pouvez envisager une consultation chez l'orthodontiste. En raison de la démographie médicale à l'heure actuelle, les orthodontistes, ils prendront plutôt en consultation des enfants de plus de 6 ans. Avant 6 ans, il vaut mieux que vous adressiez à un chirurgien dentiste pédiatrique qui pourra mettre en place un traitement pour augmenter la taille du palais. Pour que l'occlusion, elle cesse d'être inversée. Il y a des traitements amovibles et fixes. Et à mon sens, avant 6 ans, même s'ils sont dans la pratique de tout le monde, il vaut mieux un chirurgien dentiste qu'un orthodontiste. Il recevra plus volontiers. Mais si vous trouvez un orthodontiste qui le fait, pour moi, il n'y a pas de problème. Je peux répondre à des questions sur l'allaitement dans de bébés, mais je ne l'ai pas la question, madame. C'est à moi. Je rajouterais que beaucoup de praticiens, omnipraticiens, font de l'interception et sont tout à fait aptes à prendre en charge un articulé croisé le moment venu. C'est pas. Oui, alors j'avais compris que... Ah, pardon. Alors moi, je répondais pour l'enfant de moins de 6 ans, hein. Pardon, qui Mais nécessiterait... quel que soit Voilà. l'enfant, Oui, oui, les pardon. praticiens sont aptes à gérer ça. Et si Oui, ça sort de leur domaine de compétence, effectivement, ils seront adressés. tout à fait. Alors après, il y a la question sur l'allaitement maternel et les dents de bébé. L'allaitement maternel à la demande, c'est un risque de carie à la demande au long cours. Pour les recommandations internationales, jusqu'à 1 an, il est écrit que les bénéfices, ils dépassent les inconvénients. Et après 1 an, la littérature, elle indique qu'il faut une consultation avec un chirurgien dentiste qui donnera aux parents les consignes d'hygiène dévolues au regard de l'allaitement de l'enfant. Voilà. Mais il y a une nombreuse littérature sur le sujet. Je peux la donner en mail aussi. Sur une précédente question, j'ai répondu pour les flyers avec mon adresse mail. Je peux aussi donner la littérature sur les bénéfices et le risque de l'allaitement maternel au long cours pour ceux qui le souhaitent, hein. La littérature, elle a été longtemps controversée. Il y a des méta-analyses sur le sujet, enfin des analyses sérieuses sur le sujet. Je crois que ce serait bien que vous nous le fassiez parvenir parce qu'on a un groupe qui travaille sur la thématique de l'allaitement maternel. Donc, on pourrait faire peut-être une petite partie dans notre référentiel du RPO, allaitement au long cours et problèmes dentaires. Ce n'est pas pour inciter les femmes à arrêter l'allaitement maternel. Je- Non, c'est ah, pour non, expliquer comment améliorer la oui. prise en charge dentaire des enfants. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. On n'est absolument pas en train de décourager les mamans. Loin de là, dans l'équipe, c'est absolument pas notre politique au CHU. Et nous avons aussi beaucoup de conseils pour adapter le rituel, les rituels de nettoyage, hein, pour que ces mamans, elles nettoient dans des temps voilà, plus variés, on va dire. D'accord. Bon, il est... Les conseils pour les black screens, c'est d'aller chez un dentiste. Alors, comme l'a dit Monsieur Jourdan, elles peuvent s'enlever. C'est des bactéries qui sont extrêmement adhérentes aux dents. Donc, c'est quand même uniquement un dentiste qui peut le faire. Les parents à la brosse à dents, ils peuvent pas les enlever. C'est récidivant, comme l'a dit Monsieur Jourdan. Et puis surtout, c'est endémique jusqu'à 6 ans. Donc, ça va, si l'enfant est à la crèche particulièrement, ça va se passer d'un enfant à l'autre. Après 6 ans, ça diminue jusqu'à 12 ans. Et à 12 ans, en général, il n'y en a presque plus. C'est assez rare. Le conseil, c'est de voir un chirurgien dentiste qui va... alors, on le fait sur des enfants de plus de 3 ans. Avant 3 ans, on fait assez peu de détartrage, mais après 3 ans, on le fait plus volontiers. Ah, on va prendre la dernière question. Une orthophoniste en libéral, en cas de suspicion de frein lingual restrictive, puis-je réorienter les patientes vers une dentiste pour vérification, expertise et mesure? Le frein lingual. Volontiers, après, je pense que la question, elle est un peu orientée. Il y a de grands débats sur qui doit prendre en charge les freins linguaux restrictifs chez le jeune enfant. Est-ce que c'est les chirurgiens maxillofaciaux, les chirurgiens pédiatriques ou les chirurgiens dentistes? J'ai pas de politique sur le sujet. Enfin, je pense qu'il faut s'adresser à des praticiens qui, dans la région, ont une bonne connaissance du sujet.
À Toulouse, nous voyons quelques enfants. Il y a des personnes en cabinet libéral aussi qui voient ce type d'enfants. Mais moi, je pense qu'il faut effectivement un professionnel de santé qui valide ce que disent certaines associations au sujet de ces freins. Ça me semble essentiel, notamment pour expliquer aux patients les procédures et puis la rééducation qu'il y aura derrière. Donc, pour moi, un professionnel de santé, c'est une obligation. Je peux laisser répondre mes collègues parce qu'il y a des débats sur ce sujet. Oui, c'est très polémique, les freins. C'est polémique à l'heure actuelle et c'est Ouais. dommage. Bon, l'indication, effectivement, varie d'école en école, hein. C'est déjà le premier point. Mais quand c'est indiqué, je dirais, c'est un acte chirurgical banal, hein. C'est vraiment quelque chose de tout à fait banal. Alors, on peut la sortir d'un coup de laser, c'est effectivement beaucoup plus facile à faire, moins traumatisant. Donc, il y a des praticiens qui exercent de la chirurgie, des omnipraticiens qui exercent la chirurgie, qui ont des lasers, qui n'ont pas de laser. C'est un acte vraiment banal. Le vrai problème, c'est l'indication. Ok. Et ça, l'indication, vous allez voir X praticiens, vous aurez X avis. C'est pas Bon, très commode. On le reconnaît pour les patients. il est 14 heures. Nous allons arrêter. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. La visio sera bien entendu accessible en replay. Voilà. Je remercie les intervenants, les participants pour avoir posé plein de questions. À la fermeture de webinaire, vous aurez un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le saisir. Et merci beaucoup et à un prochain rendez-vous. Merci à Bonne vous. journée. Merci. Merci beaucoup.